C'est un scandale plutôt choquant, celui des tests Covid fictifs. Des tests qui n'ont jamais eu lieu, mais payés grâce à l'argent des contribuables. Une histoire qui mêle des centres de tests, des médecins qui refusent de parler et à l'arrivée, des contribuables floués. Je suis convaincu qu'une ou plusieurs personnes veulent s'enrichir au détriment de la collectivité. Il a facturé des tests même les jours où le personnel ne travaillait pas. Imaginez-vous des tests facturés 2 ou 3 fois ou qui n'ont même jamais eu lieu. Kassensturz a reçu des messages de toute la Suisse à propos de tests Covid fictifs. Nous sommes en contact avec des dizaines de personnes qui racontent toutes la même histoire. Elles trouvent dans leur décompte de caisse maladie des tests Covid qu'elles ne peuvent pas expliquer. Et à chaque fois, ces tests sont facturés 36 ou 47 francs. Dans ces décomptes, il s'agit généralement de plusieurs tests qui remontent à des mois, voire à des années. Une famille nous a raconté qu'on lui avait facturé 36 tests, tous imaginaires. Mais comment est-ce possible? Nous allons rencontrer la famille Scheer. Elle habite à Rapperswil-Jona. Les tests fantômes mobilisent Herbert Scheer depuis des mois. Pour chacun des 36 tests douteux, il a relevé la date. Monsieur Scheer, vous êtes sûr de n'avoir jamais fait ces tests? Oui, absolument. À cette période, nous étions tous en vacances à l'étranger. Nous n'avons donc vraiment pas pu les faire. La plupart des décomptes proviennent de 3 médecins différents. La famille Scheer a bien essayé de clarifier ses erreurs, mais en vain. Dans un cas, on a pu remonter jusqu'à un médecin qui nous a renvoyés à la hotline qui s'occupe de sa facturation. Ce qui est intéressant, c'est que la même hotline a facturé pour 3 des 4 fournisseurs de soins. Donc oui, ça sent vraiment mauvais. La facture totale de ces 36 tests fictifs s'élève à 1 450 francs. Un cas parmi beaucoup d'autres. 3 médecins ont donc facturé à la famille Scheer la majeure partie des tests Covid fantômes. L'un d'eux est décédé entre-temps et on retrouve les noms des 2 autres dans de nombreuses lettres adressées à Kassensturz. L'un d'eux exerce à Schwyz et semble travailler surtout comme médecin conseil et comme expert. Un autre nom revient souvent, celui d'un centre médical à Geuensee, dans le canton de Lucerne, centre dont voici le médecin responsable. J'ai contacté ces 2 médecins à plusieurs reprises en posant, entre autres, la question suivante. Pourquoi facturent-ils des tests Covid qui n'ont probablement jamais eu lieu? Aucun des 2 médecins n'a daigné répondre à nos questions. Au téléphone, le médecin de Schwyz n'a pas non plus répondu aux questions. Il s'est contenté de dire « Nous sommes en train de régler ça ». Et aussi, c'est la faute au factoring, la société de facturation. Factoring, ce terme désigne un modèle commercial des tests Covid. Pendant la pandémie, les centres de tests ont poussé comme des champignons. Certains d'entre eux ne facturent pas directement les tests aux caisses d'assurance maladie. Ils vendent plutôt le décompte des tests à un intermédiaire ou un partenaire commercial. Mais celui-ci n'est pas autorisé à facturer les décomptes aux caisses. Seuls des spécialistes agréés peuvent le faire. Il fait donc appel à différents médecins qui facturent les tests aux caisses maladie. Les médecins transmettent l'argent des caisses à l'intermédiaire, moyennant une commission. Enfin, la Confédération va rembourser les tests aux caisses maladie. Comment ces médecins ont-ils obtenu les données des patients? C'est la question que se posent les personnes concernées. Retour chez la famille Scheer à Rapperswil. Les données des patients pourraient-elles provenir de cette pharmacie de la gare de Rapperswil? Notre enquête montre que de nombreuses personnes concernées se souviennent avoir déjà effectué un test Covid dans cette pharmacie. Ou alors, dans l'un des 19 centres du canton de Saint-Gall,
qui ont effectué des tests sous le nom de pharmacie de la gare. Les Scheer, comme certains de leurs proches, se sont eux aussi fait tester dans l'un de ces centres. On a constaté que 3 membres d'une famille de 4 personnes ont également effectué des tests à la pharmacie de la gare. Toutes les 3 ont également reçu des tests injustifiés sur leur décompte de prestations. Par contre, le 4e membre de cette même famille n'a jamais fait de test à cet endroit. Et lui ne s'est pas vu facturer de tests fictifs. Bizarre, non? On peut donc se poser la question, et si les données des patients avaient été volées pour facturer des tests Covid fictifs? Le propriétaire de la pharmacie de la gare refuse de s'exprimer devant la caméra. Lui n'était responsable que de la qualité médicale des centres de test. Le centre lui-même était géré par une autre entreprise. La réalisation des tests, la saisie des données et l'envoi des enregistrements pour le décompte étaient de la responsabilité de l'exploitant des centres de tests. Je ne peux pas juger de la manière dont les données ont été détournées ou utilisées abusivement par l'exploitant. Surprise, pendant notre enquête, l'exploitante des centres de dépistage, que nous ne connaissons pas, se présente spontanément et elle affirme que les tests des 2 médecins concernés ont été vérifiés. Vrai ou faux, impossible à dire. Elle affirme que tout s'est déroulé dans les règles et que tous les tests auraient eu lieu, mais sans fournir de preuves. Notre enquête montre de plus en plus clairement que la quantité de tests fictifs facturés en Suisse est vraiment énorme. Le sujet préoccupe la fêtière des assurances maladie Santé Suisse depuis des mois. Les assureurs ont dans leur ligne de mire plus de 2 douzaines de centres de facturation douteux. La fraude atteindrait des millions. La plupart des tests sont facturés selon les règles, mais nous estimons que pour environ 1% d'entre eux, les factures sont frauduleuses. Des tests sont facturés 2 ou 3 fois ou même n'ont jamais eu lieu. Et nous estimons la fraude à près de 1% de la somme totale, ce qui représenterait environ 20 millions de francs suisses. Nous sommes donc très inquiets. Des tests Covid ont-ils été inventés de toutes pièces pour gagner de l'argent? D'où proviennent les données des patients? Qui porte la responsabilité et qui doit faire la lumière sur cette affaire? De nombreuses questions restent en suspens. Notre enquête nous conduit à un nouveau cas. À Saint-Gall, nous rencontrons le procureur Jan Duttweiler, qui a élucidé une autre tricherie au test Covid. Et il est étonnant de voir à quel point c'était facile. Dans notre cas, c'est carrément le centre de test qui était fictif. Il existait seulement sur le papier. Et les personnes impliquées ont facturé des tests fictifs aux caisses maladie en passant par un médecin. C'est ce qui a déclenché les remboursements de la caisse maladie au centre de test. Chaque centre de dépistage doit obligatoirement être contrôlé par un responsable. Comment expliquer qu'il ne remarque même pas que le centre n'existe pas? La seule explication est que la personne responsable n'a pas vérifié que le centre de test existait réellement. Et d'où proviennent les données nécessaires à la facturation de ces tests fictifs? Dans cette affaire, nous ne le savons pas encore. C'est l'objet de notre enquête. Mais selon nos indices, on pouvait acheter des paquets de données personnelles, par exemple, par paquet de 1000. Notre enquête montre d'autres cas hallucinants. Une employée d'un cabinet médical nous fait des révélations chocs à propos de son employeur. Pour la protéger, nous la filmons à visage caché. À plusieurs reprises, son patron aurait sciemment inventé et facturé des tests Covid. Quand le médecin avait un contact téléphonique ou par mail avec des patients, il en profitait pour nous faire facturer le même jour un test Covid à la caisse maladie. Mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'était un ordre du chef, sinon il aurait pu me licencier.
Pendant la pandémie, chaque membre du personnel du cabinet médical devait aussi faire un test Covid chaque jour. Et là encore, le médecin en a facturé beaucoup plus. Il a facturé des tests les jours où le personnel n'était pas là. Si un employé travaillait à temps partiel, le mardi et le mercredi, il facturait aussi des tests pour les lundis, jeudis et vendredis. Tests fictifs, tests facturés à double, il y a probablement eu beaucoup de tricheries et de fraudes. Les caisses maladies ont cessé de rembourser les cas suspects, mais c'est le rôle de la Confédération d'élucider les fraudes présumées. C'est grâce à des retours d'assurés que nous avons découvert ces fraudes. Et nous avons attiré l'attention de l'EFSP il y a déjà plusieurs mois en lui fournissant tous les détails. Depuis, il ne s'est malheureusement pas passé grand-chose. L'OFSP doit maintenant prendre les mesures juridiques qui s'imposent pour qu'on puisse arrêter les responsables. Parce que c'est la Confédération, l'OFSP et à la fin nous, les contribuables, qui payons pour ces tricheries. Herbert Scheer, lui aussi, exige des explications. Même s'il ne les paye pas de sa poche, il ne veut pas laisser passer tous ces tests fictifs. Ce qui me motive, c'est que nous voulons alerter d'autres personnes et leur dire « Hey, vérifiez bien vos décomptes de prestations. Même si les tests ne vous ont rien coûté, contrôlez les dates auxquelles vous les avez faits. » Et ce problème ne concerne pas uniquement la Suisse alémanique, mais bien toute la Suisse. La CSS nous dit par exemple soupçonner d'abus 4 à 5 centres de tests qui étaient actifs en Suisse romande. L'assureur ajoute avoir refusé pour 1 million de francs de paiement de prestations suspectes côté roman. Le nom d'un médecin vaudois ressort par ailleurs à plusieurs reprises dans cette affaire, médecin qui n'a toujours pas répondu à nos sollicitations. Bonsoir Baptiste Urny. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Neuchâtel. Vous présidez la section romande de la Fédération suisse des patients. Vous êtes également conseiller national socialiste. Les faits qu'on vient de voir, à quel point est-ce qu'ils sont graves à vos yeux ? C'est des faits qui sont graves parce que s'ils s'avèrent être exacts, il faut toujours mettre le conditionnel dans ces circonstances, mais s'ils s'avèrent être exacts, ce sont des infractions pénales graves, c'est l'infraction d'escroquerie tout simplement. C'est une escroquerie de grande ampleur, si on parle de plusieurs millions, et donc les personnes qui se seraient livrées à ces actes-là sont des criminels. Mais alors justement, comment est-ce que le système a pu prendre une ampleur pareille en restant toujours sous le radar ? Écoutez, c'est pas très étonnant, il faut se replacer à l'époque. À l'époque, on a la crise du Covid, on doit tester massivement, la Confédération doit prendre la décision de payer ces tests et l'enjeu à l'époque était d'augmenter les capacités de tests pour répondre aux besoins de la population, pour répondre à la demande et puis in fine pour une politique de santé publique pour essayer effectivement de pouvoir encadrer cette pandémie. Et donc on a mis en place un système extrêmement rapide, on a mis un système en place extrêmement simple, dont le but était encore une fois de lutter contre la pandémie. Ça a assez bien marché quand on voit l'augmentation de la capacité de test d'un point de vue de santé publique. Mais évidemment, quand vous mettez en place extrêmement rapidement un système massif comme celui-ci et extrêmement simple sur le paiement, eh bien, il y a des gens qui abusent et c'est apparemment ce qui s'est passé ici. C'est pas sans rappeler l'enquête pénale qui a déjà cours aujourd'hui dans un laboratoire dans le canton de Neuchâtel où c'est un tout petit peu différent. C'était des gens qui avaient vraiment été faire un test, mais apparemment ce laboratoire rendait des résultats sans faire les tests. Donc on voit bien qu'effectivement, quand on met quelque chose de cette ampleur-là en place, c'est difficile de immédiatement tout contrôler. Alors ça, c'est le constat. Pour revenir au cas dont il est question ici, aujourd'hui, qui est-ce qui doit agir ? Eh bien écoutez, les autorités fédérales doivent agir parce qu'in fine, on l'a vu dans le schéma de l'émission, c'est quand même la Confédération qui paye ces tests finalement, donc c'est la Confédération qui est lésée, mais finalement d'autres personnes peuvent dénoncer pénalement à partir du moment où ils ont vu quelque chose. C'est la distinction entre la plainte pénale et la dénonciation pénale. Je vais éviter de faire un cours de droit ici, mais finalement toutes les personnes qui ont vu, qui ont assisté, qui constatent ces infractions peuvent les dénoncer pénalement et ensuite c'est le ministère public, soit un ministère public cantonal, soit le ministère public de la Confédération, plus vraisemblablement dans ce cas-là, qui doit agir, enquêter et ensuite porter l'accusation. Et on précise encore à ce propos qu'à l'Office fédéral de la santé publique, 3 personnes travaillent depuis des mois sur ce dossier, l'OFSP, qui décidera justement prochainement de porter plainte ou non. Merci beaucoup Baptiste Urny, très bonne soirée à vous. Merci à vous, bonne soirée.
Et si de votre côté, vous avez également repéré des tests suspects sur vos relevés d'assurance, écrivez-nous abe@rts.ch. Cela nous permettra de suivre ce dossier sensible. La suite, ça se passe dans votre cuisine. Des fruits et légumes prêts en quelques instants, quelle que soit la saison, c'est possible grâce à votre congélateur. À quel point la méthode préserve-t-elle la qualité des aliments ? Combien de temps ces produits se conservent-ils ? Petit précis de congélation avec Véronique Amstutz. Nous sommes à la Neuville, chez Michel Villemin, au début du mois de juillet. Pour fournir sa famille en légumes frais, il cultive son jardin. Il a aussi un abonnement auprès de l'association Rage de Verre, ce qui lui permet de profiter d'un panier de légumes bio par semaine. Alors là, on a des côtes de bêtes rouges. Là, j'ai des radis. Il n'y a pas eu trop de pluie, il n'y a pas eu trop de sécheresse, donc un juste milieu. Et puis alors vraiment, les légumes poussent très abondamment. Et la transformation de la récolte commence immédiatement. Il faudrait vraiment consommer les choses le plus frais possible, mais quand il y a abondance, eh bien, la congélation, le séchage, les conserves, tout ça, ça reste des choses qu'on peut facilement utiliser encore de nos jours. Et surtout de travailler le plus frais possible ces légumes, ces fruits, avant qu'ils perdent leur substance nutritive. Donc un légume qui sèche, qui perd de l'eau, perd aussi des vitamines, perd des sels minéraux. Donc il faut vraiment travailler le plus rapidement possible. C'est ce que j'ai fait. Pour la congélation, tous les légumes ne sont pas préparés de la même manière. Typiquement une framboise, vous pouvez la congeler ou la surgeler très rapidement. D'autres fruits, d'autres légumes, une tomate par exemple, sous la forme tomate, eh bien, elle est difficile à congeler. Donc il faut la transformer en sauce. Comme ces côtes de bêtes, on ne pourrait pas les congeler sans les avoir préalablement cuits ou blanchis. Une fois lavés, coupés, blanchis si nécessaire, il va partager les quantités en portions qui seront ensuite étiquetées, listées et mises à congeler à moins 18 degrés. Mais attention, à cette température, le froid gagne lentement le cœur du produit et provoque la cristallisation en glace de l'eau contenue dans les aliments. Ils perdent ainsi une partie de leur qualité nutritive et devraient être consommés dans les mois qui suivent. Michel tient un jour un inventaire de son congélateur, histoire de ne pas gaspiller. Je pratique comme ça. Aujourd'hui, je vais mettre ces côtes de bêtes, environ 200 grammes. Ben, je vais écrire côtes de bêtes blanc, 200 grammes. Pour comprendre la différence entre la congélation domestique et la surgélation industrielle, nous allons dans le nord-est de la Suisse, où se trouvent de grandes surfaces maraîchères de légumes verts destinés au marché intérieur, soit plus de 24 000 tonnes de légumes en 2021. Après avoir été nettoyés, calibrés et blanchis, tous les légumes sont directement surgelés. C'est le processus industriel qui consiste à abaisser rapidement la température au cœur du produit, de telle sorte que la structure des cellules n'est pas endommagée et que la texture et le croquant sont conservés. Par exemple, les épinards sont surgelés à moins 80 degrés pendant 2 à 3 minutes le jour même de la récolte. Grâce à la surgélation, la présence de bactéries est réduite et leur prolifération est arrêtée. Résultat, les surgelés se conservent bien plus longtemps, soit en moyenne au moins 3 ans. Nous retrouvons ces produits surgelés dans les grandes surfaces, où le rayon occupe de plus en plus de place. Nous avons essayé de savoir auprès des grands distributeurs le pourcentage de légumes surgelés achetés en magasin par rapport aux produits frais. Réponse unanime, on ne communique pas ces chiffres. Et si vous vous intéressez aux étiquettes, vous verrez que certains produits ont pas mal voyagé. Des pois mange-tout venus de Chine, des brocolis espagnols, des abricots hongrois, c'est un petit florilège de ce que l'on trouve au rayon surgelé des grandes surfaces. Et parmi toutes ces provenances, eh bien, il y en a une qui revient très souvent, la Serbie. Le pays, royaume de la framboise, se profile aujourd'hui comme la plateforme européenne du fruit surgelé. Le reportage de Laurent Rouy. Grocka, province de Belgrade. Des vergers à perte de vue. Bienvenue au cœur de la région fruitière la plus dense de Serbie.
Ici sont cultivés toutes sortes de fruits que la Serbie exporte vers la Suisse, mais aussi dans toute l'Europe. Mais le fruit roi en Serbie, c'est la framboise. En raison de sa position géographique, le pays est le premier producteur européen de la petite baie savoureuse et délicate. C'est l'un des fruits les plus exportés du pays. Dans l'hémisphère nord, la Serbie est le pays le plus au sud à avoir une production importante de framboises. Ici, il y a un grand ensoleillement annuel. Les fruits arrivent très tôt dans la saison, parmi les premiers en Europe. Ça fait partie de notre valeur ajoutée qui fait que les fruits serbes se vendent très bien. La filière s'est développée dans les années 60. Comme la framboise est un produit qui perd 90% de ses qualités en 24 heures, une industrie de chambres froides s'est construite, puis des infrastructures de surgélation. Depuis, la Serbie a développé une importante agriculture de petits fruits, qui sont majoritairement exportés surgelés. Direction le sud du pays, au royaume de la framboise. Un produit phare que l'on retrouve dans les rayons des fruits surgelés des supermarchés suisses. En Serbie, la culture est restée très traditionnelle. La plupart des exploitations sont familiales et diversifiées, comme ici à Zlakusa, où la famille Glisic cultive ce fruit depuis 4 générations. On cultive de la framboise, des poivrons, des choux, de la prune et des cerises. Nous avons environ 60 arts de framboises et nous sommes 6 sur l'exploitation. Mon père, ma mère, ma femme, moi et les enfants. On ne sait jamais quelle est la culture qui va nous rapporter quelque chose. Une fois, c'est les framboises, d'autres années, ce sont les poivrons ou les choux. Il y a 2 ans, la framboise se vendait à 1,80 € le kilo, tandis que cette année, le cours, c'est 4,20 €. Des contrôles inopinés ont lieu régulièrement dans les plantations. La framboise étant un fruit fragile qui ne peut pas se laver avant conditionnement, la qualité et l'hygiène doivent être irréprochables dès la cueillette. Bonjour, ça va? Bonjour Sandra. Comment se passe la récolte? Tout se passe bien. Combien de jours avant la fin? 1 ou 2. Quels sont les rendements? 120 kilos par art. Je vais prélever quelques feuilles pour analyse, pour voir où en sont les plants, s'il y a des insectes. Je vais faire le tour de la plantation. Pour développer tout son goût, la framboise a besoin de soleil et donc de journées chaudes au début de l'été, mais aussi de nuits fraîches pour diminuer l'évaporation de l'eau dans le fruit. Il faut donc une certaine altitude et c'est pour cela que la framboise se cultive surtout dans des régions vallonnées. Résultat, un fruit plus savoureux grâce à la quantité de sucre qu'il contient et qu'on mesure au réfractomètre. Pour la framboise, la quantité optimale est de 12 à 14 degrés Brix, c'est-à-dire de 12 à 14 grammes de sucre pour 100 grammes de fruits. Il faut aussi un apport en eau. Dans beaucoup de vergers en Serbie, l'eau vient de nappes de faible profondeur ou tout simplement de la pluie. Les systèmes d'irrigation coûtent cher. Dans la plantation Glisic, la solution est venue d'une source qui jaillit plus haut dans la colline. Cette eau nous vient d'une source un peu plus haut. Elle nous sert à la maison et pour l'arrosage des framboises. On s'en sert pour tous nos besoins. Avant, la pluie suffisait pour l'arrosage des framboises. Mais depuis une dizaine d'années, avec le changement du climat, les étés chauds à 40 degrés, on est obligé d'avoir un appoint en eau. Une fois récoltées, les framboises sont vendues à des chambres froides. Il y en a plus de 800 dans le pays, de toute taille. Certaines chambres froides se sont spécialisées, ce qui leur a permis de grandir. Zadrugar a par exemple parié sur le bio, un choix rare en Serbie, qui lui a permis de trouver des clients plus facilement. Résultat, sur les 6000 tonnes de fruits que l'entreprise surgèle, 95% part à l'export, dont 500 tonnes en Suisse. L'avantage est que la région de Lazbukovica, dans laquelle nous nous trouvons, est connue pour ses méthodes traditionnelles avec très peu d'engrais de synthèse ou de pesticides. C'est pourquoi le passage de la production conventionnelle au bio a été facilité. Ici, les surfaces sont relativement petites, le plus souvent de 10 à 30 arts. En fait, c'est la surface qu'une famille avec ses membres peut cultiver.
Mais pour exporter beaucoup de fruits surgelés, il faut aussi de grands surgélateurs. Nous voici à Sirogoino, la plus grande entreprise de fruits surgelés d'Europe. Les fruits passent des cagettes au tunnel sur un tapis roulant. Dans le tunnel, les fruits sont surgelés en 4 à 8 minutes. Ce tunnel a une capacité de 4 tonnes par heure. Ici, on emballe 25 000 tonnes de fruits surgelés par an pour les grandes chaînes de supermarchés d'Europe et même au-delà. Sirogoino est notamment le fournisseur de Migros en Suisse. Surprise, tous les fruits exportés ne sont pas serbes. D'abord, de nombreux fruits exotiques sont emballés dans cette usine, comme ici du fruit de la passion, arrivé tout droit du Vietnam. Sur ces 25 000 tonnes de fruits, environ 10 000 sont achetés frais en Serbie, tandis que le reste est importé déjà surgelé du monde entier. Europe, Amérique du Sud, Asie. Bon, on peut comprendre que la mangue, la papaye ou les noix de coco ne poussent pas en Serbie. Mais qu'en est-il du reste ? Si 100% des framboises, mûres, cerises et autres prunes ont bien poussé en Serbie, ce n'est pourtant pas le cas de tous les petits fruits qui sont emballés ici. Bien que la Serbie produise de grandes quantités de fraises, il nous en manque toujours. Et on complète en important d'Espagne ou de Grèce et parfois de Pologne. Et en effet, l'entreprise reçoit un chargement de groseille en provenance de Pologne. Cette espèce peu cultivée en Serbie sera ajoutée à d'autres produits locaux, notamment pour confectionner les paquets de mélange de fruits surgelés. Ce type de produit fini est emballé sous diverses marques pour ensuite prendre le chemin du congélateur des consommateurs suisses et européens. Bonsoir Manuela Magnin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes entre autres rédactrice en chef du magazine goût.ch, vous êtes autrice de plusieurs livres de cuisine et puis vous êtes aussi défendresse d'une sorte de bon sens en matière d'alimentation. Est-ce que vous saviez qu'une part aussi importante de nos fruits et légumes surgelés venait de l'étranger, parfois de très loin ? Je m'en doutais quelque peu parce qu'on peut se dire qu'il n'y a peut-être pas assez de production indigène en Suisse pour satisfaire les consommateurs qui souhaitent manger de tout toute l'année. Donc ça, je pouvais effectivement m'en douter. De savoir que ça vient de très loin, c'est un peu gênant d'un point de vue environnemental et aussi. Là, on a vu une famille qui cultive de la framboise en Serbie. J'imagine que les conditions sociales dans cette famille sont plus ou moins correctes et respectées. Mais on peut se poser la question sur d'autres origines. Et ça pose aussi un problème éthique pour le consommateur, à mon avis. Ça devrait le poser. Du point de vue du consommateur, il y a aussi peut-être un côté confortable. Le surgelé, c'est la garantie d'avoir un choix imbattable de fruits, de légumes toute l'année, des produits de qualité souvent. Pour vous, ce n'est pas un argument suffisant ? Non, alors je pense qu'aujourd'hui, on doit revenir à une consommation locale de saison. De produits qui poussent chez nous. On peut évidemment, pour la grand-mère qui fête ses 90 ou ses 100 ans, lui offrir un gâteau avec des fraises qui viennent d'ailleurs ou des framboises surgelées. Mais ça doit rester l'exception, comme consommer des avocats. Ça doit rester l'exception. Tous ces produits qui viennent de loin, qu'on n'a pas en saison chez nous, l'avocat, on ne l'a jamais. Ça doit rester une exception. On doit vraiment se focaliser sur la production locale. Alors, d'un mot, cette saisonnalité, on en est un peu déconnecté aujourd'hui. Alors, maintenant, on est en plein automne. Avec quoi est-ce qu'on peut se faire plaisir en termes de fruits et de légumes, à part les pommes, bien sûr, les éternelles pommes? Évidemment, c'est la pomme, c'est la poire. On aura bientôt du kiwi, et le kiwi se cultive en Suisse. Il y a des essais qui se font sur les kakis. Pour l'instant, les variétés qu'on a ici sont trop astringentes en goût, mais c'est une porte ouverte vers d'autres goûts. Et puis, en légumes, alors on a
toutes les courges, magnifiques courges. Il y a également, évidemment, tous les légumes racines qui rebutent certains, comme topinambour, tournesol tubéreux, la capucine tubéreuse aussi, le persil racine, le panais. Donc ça quelques-uns. On a aussi les salsifis, avec leur goût d'artichaut. On a toute la famille des choux, on a la famille des kales, on a toute la famille toutes ces salades un peu amères qu'on trouve aussi en automne, le pourpier, les feuilles d'épinards. On a une panoplie de choses exquises qu'on peut s'acheter tous les jours à la ferme. En automne, en tout cas. En automne, voilà, en automne, voilà. Merci beaucoup, Manuela Magnin. La liste, effectivement, est longue. Très belle soirée à vous. Merci. Et au-delà des considérations de saisonnalité, il y a aussi la qualité nutritive de ce que l'on avale. Les haricots frais, par exemple, est-ce qu'ils sont plus sains que les haricots congelés, en boîte ou séchés? Réponse avec un test et quelques surprises. Direction le laboratoire de la Fondation de Swiss Nutrition and Health à Lausanne. Pour commencer, nous leur avons apporté des haricots frais, séchés, en boîte et surgelés. Ils devaient y trouver les quantités de vitamine C, de bêta-carotène et d'acide folique. Chaque produit a été préparé selon le mode d'emploi indiqué sur les emballages. Ils sont ensuite réduits en poudre avant la première analyse par chromatographie en phase liquide pour déterminer la quantité de vitamine C dans chaque produit. Les haricots surgelés arrivent largement en tête, avec un taux de 15,1 mg pour 100 g, suivi des haricots frais et secs ex aequo avec 9,3 mg, et enfin les haricots en boîte avec seulement 1,6 mg pour 100 g. Mais comment est-ce possible qu'il y ait plus de vitamine C dans un haricot surgelé que dans un haricot frais? Ça dépend de quelle manière les haricots ont été stockés. Si vous avez un haricot frais mais qui a été stocké, je veux dire, chez le maraîcher ou dans une grande surface pendant un certain temps, il va perdre ses nutriments. Et pourquoi les haricots secs ont la même quantité de vitamine C que les frais? Il a été déshydraté, donc ça a été fait en conservant les vitamines. Donc du coup, vous gardez la vitamine C, qui elle va être perdue par exemple plus sur l'haricot en boîte. Alors là, une raison qui pourrait expliquer ça, c'est que il y a beaucoup d'eau par exemple dans les haricots en boîte, et la vitamine C est une vitamine qui est hydrosoluble. Toujours sur les mêmes produits, voyons les résultats pour le bêta-carotène. Des résultats très proches les uns des autres, soit 0,6 mg pour 100 g pour les surgelés, 0,5 pour ceux en conserve et 0,1 mg pour les frais et les secs. Nous avons enfin testé la teneur en acide folique des haricots, nécessaire pour la femme enceinte, au bon développement du fœtus et dans la vie de tous les jours pour notre métabolisme. Les haricots secs arrivent en tête avec 78 microgrammes pour 100 g, suivis de près par les haricots frais avec 73,6 microgrammes, puis les surgelés avec 72,2 microgrammes et enfin les haricots en boîte avec 66,5 microgrammes, des résultats très proches. Pour l'acide folique, donc la vitamine B9, on a des teneurs qui sont autour de 80 microgrammes pour 100 g pour les différents produits, pour un apport journalier recommandé de 320 microgrammes. Donc là, effectivement, on a à peu près 25% d'apport, donc c'est intéressant. Nous avons aussi confié au laboratoire des abricots, frais, secs, en conserve et surgelés. Et là, nous avons cherché la vitamine C et le bêta-carotène. Commençons par la vitamine C. Les abricots frais en contiennent 2,5 mg pour 100 g. Ceux en boîte 2,1 mg, les secs 0,2 mg et en dessous de 0,1 mg pour les surgelés. Les abricots frais ont le plus de vitamine C, mais avec un taux peu élevé. Pourquoi? Là, on a eu une saison assez précoce au niveau des abricots, donc on n'a pas eu forcément une accumulation suffisante au niveau de la vitamine C. Vous voulez dire des abricots qui auraient été récoltés au mois d'août auraient certainement eu un meilleur score? Probablement. On a fait des études sur d'autres abricots à différents moments de la saison. On peut avoir des variations qui vont à peu près au double de ce qu'on a obtenu sur ce lot d'abricots. Passons au bêta-carotène. Les abricots frais en ont 1,7 mg pour 100 g. Les trois autres sont en dessous de 1 mg. Au niveau des apports, on va dire qu'il y a certains composés effectivement qui nous ont surpris. Par exemple, pour les bêta-carotènes, que ce soit pour les haricots verts ou pour les abricots, on a des valeurs qui sont relativement faibles. Donc ce n'est pas un apport significatif pour le consommateur.
Mais ces faibles quantités peuvent être compensées dans notre alimentation quotidienne. On a des légumes qui sont colorés, notamment les poivrons, les courges. Et puis après, les bêta-carotènes étant des précurseurs de la vitamine A, on en trouve beaucoup dans les carottes. Tout ce qui est coloré, en fait. On a des besoins différents en fonction des saisons. Là, par exemple, on va arriver dans une saison qui est plus froide. On a quand même beaucoup moins de variétés de fruits et de légumes. Mais les légumes qu'on trouve ont des apports significativement intéressants en différents types de vitamines, qui sont indispensables pour la saison. Et on quitte le labo pour revenir à la maison avec quelques conseils pratiques. Alors évidemment, on a tous un congélateur, mais est-ce qu'on fait tout juste avec? Eh bien, sans doute pas. Bonsoir Stéphane Jean. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le responsable formation de la Société des cafetiers-restaurateurs de Genève. Question toute bête, qu'est-ce qui se passe dans un aliment quand on le congèle et qu'on le décongèle? Alors, ce qui se passe, c'est que l'eau contenue dans l'aliment va se cristalliser. Et c'est pour ça qu'il faudrait toujours congeler à des températures en dessous de moins 18. Parce que plus vous descendez en température, plus ces cristaux seront petits. Mais à la maison, on ne va pas en dessous de moins 18. Alors, à la maison, c'est clair que vous n'allez pas pouvoir descendre en dessous de moins 18, mais vous pourrez quand même aller à moins 22, ce qui va amener une meilleure qualité que si vous congelez ou surgelez un produit à moins 16 degrés. Et puis, quand on le décongèle, alors, quand vous allez le dégeler, automatiquement, cette eau va ressortir. Le produit va rendre de l'eau. Et c'est ce que je vous ai dit avant. Plus un produit est congelé à basse température, moins d'eau va être rendue par rapport au produit. Et meilleur le produit sera. Si on prend de la viande, par exemple, c'est un produit assez délicat à manier, évidemment. À quoi est-ce qu'il faut faire attention au moment de le congeler à la maison ? Alors, pour la maison, déjà, une chose, c'est d'essayer de faire des portions pour 2 ou 3 ou 4 personnes, selon la famille. Et puis ensuite, si vous avez la possibilité d'avoir une machine sous vide, de pouvoir mettre sous vide un produit pour retirer l'air, c'est beaucoup mieux. Si ce n'est pas le cas, d'utiliser des sachets en essayant de retirer un maximum l'air. Ensuite, de poser au congélateur le plus à plat possible. Et quand le produit est congelé, à ce moment-là, de le mettre l'un sur l'autre pour le stocker pendant quelques mois. Stockage, durée de stockage Alors, pour la viande, on peut aller jusqu'à 1 année. Ça va dépendre du produit de départ. Si le produit de départ est de bonne qualité, vous allez pouvoir le conserver jusqu'à 1 année. Et après, par contre, tout aliment qui contient plus de graisse, donc des viandes qui sont plus grasses, on va diminuer au niveau du temps puisque la matière grasse va continuer à vivre au congélateur, si je peux me permettre, et pourrait rancir. Donc on va aller jusqu'à 3-4 mois pour un produit qui est un peu plus riche en matière grasse. Voilà, la viande de porc par exemple. Quand on dégèle, il faut faire aussi attention à l'eau, au liquide, disons, qui s'écoule de la viande. Oui, quand vous dégelez un produit, idéalement, ce serait de le mettre au frigo. Comme ça, il va dégeler le plus doucement possible. Et quand vous allez ouvrir votre sachet, c'est de ne pas garder ce liquide. Ce liquide-là, il y a un risque potentiel que des micro-organismes auraient pu se développer. Et donc, pour éviter tout risque de contamination, il ne faudrait pas le garder. D'un mot encore, aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup d'éventuelles coupures d'électricité. Si j'ai une panne de 3 ou 4 heures, est-ce que je dois jeter tout ce qu'il y a dans mon congélateur ? Alors, ça va dépendre de la taille de votre congélateur. Si c'est le petit freezer dans le congélateur, il y aurait peut-être un risque. Mais par contre, si c'est un congélateur classique, 3 heures, 4 heures de temps, si vous n'avez pas ouvert la porte, il n'y a pas de danger. Merci beaucoup Stéphane Jean pour ces précieux conseils. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et si ça vous tente de cuisiner des haricots surgelés, frais ou en boîte, rendez-vous sur notre site abe.ch. Vous y trouverez les conseils et la recette du chef Valentin Hoffmann. Le plaisir maintenant de retrouver l'actualité conso avec Elisa Cacharo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on croyait avoir fait le tour de la question du congélateur, mais non, il y a encore des informations à ce sujet. Et oui, figurez-vous que je me suis penchée sur ce qui arrivera à vos produits congelés en cas de panne de frigo. Je vais vous lire un gentil petit message envoyé par Allianz à ses assurés qui concerne de potentielles coupures de courant. Je cite, « Dans la mesure où une interruption d'électricité n'est pas prévue, les dommages au contenu du congélateur sont couverts par l'assurance ménage. Toutefois, si l'interruption est prévue et résulte par exemple d'une décision administrative, les dommages ne sont pas assurés. » Donc en clair, s'il y a un court-circuit dans mon appartement, c'est couvert. Par contre, si les autorités devaient décider de coupure de courant en raison par exemple d'une pénurie d'électricité, eh bien ça, ce ne serait pas pris en charge chez Allianz. Est-ce que c'est la même chose chez les autres assureurs ? Alors j'ai demandé aux 5 autres plus grands assureurs de ménage de Suisse, à savoir AXA, La Mobilière, Zurich, Helvetia et La Baloise. Et il n'y a que La Baloise qui, en cas de coupure
annoncé, rembourserait les produits conservés dans le congélateur, mais pas dans le frigo. Et ça vaut combien ce qu'on garde dans son frigo, son congélateur? Alors j'ai testé ça chez moi pour un ménage de 3 personnes. Donc tout ce qu'il y a dans mon frigo, sans compter les fruits et légumes, représente une marchandise de 100 francs. Et pour le contenu de mon congélateur, j'arrive à 130 francs. À ce propos, quelques liens pratiques sont disponibles sur notre site. Comme toujours, abe.ch. Un autre sujet qui revient encore et encore et encore dans l'actualité conso, c'est Viagogo. Oui, je pense que ce n'est pas la dernière fois. C'est donc ce site de vente de billets pour des concerts essentiellement qui fait encore et toujours des mécontents. Et là, ce qui vous a intéressé, c'est un article paru récemment dans la Tribune de Genève qui fait mention d'une plainte. C'est une victime domiciliée en Italie qui a obtenu un jugement pour que Viagogo lui rembourse des billets payés 4 fois plus cher. Quand même. Donc ce sont des places VIP, mais il n'y avait pas de secteur VIP au final. Depuis ces silences radio, en désespoir de cause, elle s'est donc tournée vers ce journal parce que le siège de Viagogo est à Genève. Oui, il est situé officiellement à la rue du Commerce, c'est donc en plein centre de Genève. Le problème, c'est que c'est une coquille vide. Alors je m'y suis rendue et il n'y avait apparemment personne de chez Viagogo. En fait, j'ai atterri dans un espace de coworking où il n'y avait aucune mention de Viagogo nulle part sur les murs, mais 15 minutes après ma visite, devinez qui m'envoie un email. Vous allez me dire Viagogo. Et oui, c'était son service de presse qui me demandait de préciser à quelle condamnation je faisais référence. Oui. Parce qu'il faut le dire, ce n'est de loin pas la seule affaire judiciaire qui occupe Viagogo. Oui, et puis en fait, cette cliente italienne, en réalité, ce qu'elle devrait faire aujourd'hui, c'est déposer une nouvelle plainte en Suisse pour espérer peut-être un jour revoir la couleur de son argent. Tout à fait, faire exécuter ce jugement. Donc, c'est juste et c'est rageant. En fait, on se sent vraiment impuissant face à ce genre d'entreprise. Je vous laisse plutôt regarder cette carte. Le siège social est donc en Suisse, son directeur en Angleterre. Le siège fiscal, lui, est dans le Delaware aux États-Unis. C'est là aussi que se trouve le groupe qui détient Viagogo, lui-même appartenant à un autre groupe enregistré à Malte, tandis que les employés, selon les offres d'emploi que j'ai trouvées, sont en Irlande, à Taïwan, en Australie, encore à New York. Ouais, on dirait un cours de géographie. Mais tout cela, heureusement, n'a pas découragé l'AFRC qui a entamé une procédure pénale ici en Suisse. On écoute le juriste qui suit le dossier. Le consommateur a le sentiment d'être sur un site de vente officiel et ne s'aperçoit pas qu'il est sur un site de revente du marché gris. Le référencement est un biais important parce que des sites comme Viagogo apparaissent en tête de liste sur les moteurs de recherche. Et c'est ça, au fond, qui est au cœur de la plainte qu'a déposée la FRC. Il faut éviter ce risque de confusion, il faut que les choses soient claires pour que le consommateur puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. L'affaire n'a pas encore été jugée, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà eu quelques petites améliorations. On retrouve Jean Tchop. C'est la décision du tribunal fédéral qui a imposé notamment 10 minutes minimum de temps imparti au consommateur pour acheter son billet et qui a aussi imposé à Viagogo que le billet qu'achète le consommateur correspond exactement à l'emplacement dans la salle de spectacle. Ça, c'est une première chose. Et puis, depuis le 1er juillet dernier, les seuls tarifs supplémentaires ou frais supplémentaires qui peuvent être ajoutés à la fin du processus, c'est des frais d'expédition. Mais en dehors de ça, le consommateur doit être au clair sur le tarif et le prix qui lui est demandé d'entrée de cause. Bon, donc quand même, ça va vers le mieux. Alors, c'est déjà pas mal. Malheureusement, cette plainte n'empêchera pas le site de pouvoir revendre des billets à des prix beaucoup plus élevés que les prix officiels. Ouais, ce qui est arrivé à pas mal à plusieurs en tout cas, de nos téléspectateurs. Oui, comme ce monsieur qui nous a écrit, il a payé plus de 300 francs sur Viagogo pour voir un concert à Lausanne, alors que la valeur réelle des billets était de 160 francs. Le double donc. Un seul conseil, donc soyez très vigilants quand vous achetez vos billets en ligne. Et on termine en ligne, toujours, avec une série d'applications voleuses de données. Oui, c'est l'entreprise de Facebook, Meta, qui a informé la presse parce qu'1 million de ses utilisateurs ont peut-être été piégés en téléchargeant des applications d'apparence innocente comme Cool Photo Editor, Beauty Camera ou Magic Horoscope. Ouais, donc on parle vraiment là d'applications très banales, par exemple pour jouer avec ses photos. Oui, pour pouvoir les utiliser, il faut d'abord vous connecter à vos réseaux sociaux. Et c'est là que profitent ces applications pour voler vos identifiants. Et le risque, qu'est-ce que c'est ? Alors, on peut utiliser votre compte pour envoyer des messages malveillants à vos contacts, mais ça peut aussi aller d'une transaction bancaire frauduleuse jusqu'à une demande de rançon pour vous rendre l'accès de votre compte ou pour mener d'autres actions malveillantes. Au total,
400 applications ont été identifiées et retirées des plateformes d'Apple et de Google. Applications dont vous trouverez la liste sur notre site internet. De Viagogo qui rend gaga au conseil de Meta, c'était votre regard sur l'actualité conso. Merci beaucoup Elisa. Merci. À bientôt.